Les villes nouvelles, de quoi s'agit-il au juste? Alors, on a observé un certain engouement ces dernières années dans la recherche sur les villes en général, pour les villes nouvelles, donc depuis plusieurs années, qu'on observe donc non seulement dans la recherche, mais aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Les villes nouvelles font le buzz, comme on dit. Il s'agit des grands projets d'envergure comme Eco Atlantic City au Nigeria, Safari City en Tanzanie, Icon City au Sénégal, ou encore Konza Technopolis au Kenya. Alors que l'idée même de construire des villes nouvelles, comme on vient de le voir dans la présentation de Tommy, pour déplacer, désengorger, reloger, n'est pas nouvelle, ni sur le continent africain, ni ailleurs, on voit qu'il y a en effet des changements en cours. Il y a de nouveaux types de villes nouvelles qui sont construits. Alors, nous nous intéressons lors de cette conférence à la question des villes nouvelles en Afrique, où on observe, comme on l'a dit tout à l'heure, les taux de croissance urbaine les plus élevés dans le monde, avec évidemment certains pays d'Asie. Des villes nouvelles ont été construites ici durant déjà la période de la colonisation, puis après les indépendances, on peut penser aux villes de Dodoma en Tanzanie, à Porto Novo au Bénin, à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, qui ne sont évidemment que des exemples. Il s'agit de villes qui sont souvent construites sur demande de la première génération des présidents au lendemain des indépendances sur le continent. Au Sénégal, par exemple, l'idée de bâtir des villes nouvelles date également du temps du premier président, Léopold Senghor. Et souvent, l'idée aussi, on a parlé de contrôle politique, mais en général, j'aimerais bien parler de la politisation de ces projets. Il s'agit souvent aussi pour les chefs d'État de marquer leur empreinte politique par la construction d'infrastructures, pour rendre leurs traces visibles et de certaine manière aussi tangibles. Donc j'ai envie de dire, on en reparlera demain, ville nouvelle, ville politique. Alors, cette politisation des projets s'applique également aux projets de villes nouvelles futuristes qui attirent l'intérêt des médias et des chercheurs, moi y compris, depuis une dizaine d'années. Souvent, il y a des images assez colorées d'utopies urbaines qui circulent, comme le dirait une chercheuse Vanessa Watson, où des plans architecturaux les plus extravagants se font véritablement concurrence. Ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement le design de ces projets et les stratégies de communication derrière, mais ce sont aussi, comme Tommy l'a déjà dit, des acteurs nouveaux qui sont impliqués, notamment le secteur privé et des investisseurs qui viennent aussi de différents horizons. Sur le continent africain, on voit beaucoup de projets, par exemple, qui sont financés ou cofinancés au moins par les pays du Golfe, par des pays de l'Asie, et c'est aussi les objectifs d'investissement qui changent. On se situe un petit peu entre moquerie et méfiance, mais ce qui est sûr, c'est que ces projets fascinent et intriguent un très large public. Ce qui circule, ce sont des images de villes propres, de villes bien planifiées, des villes vertes, etc., qui s'opposent en quelque sorte aussi aux idées reçues et dominantes dans les discours sur les villes africaines, celles qui sont souvent associées à des images d'informalité, de la pollution, des bidonvilles ou encore de la pauvreté. Et cette récente vague de villes nouvelles repose également sur de nouveaux discours et référentiels idéologiques qui sont de plus en plus articulés autour des villes et de la technologie comme moteur de la croissance économique et de la libéralisation. Les villes efficientes représenteraient non seulement des catalyseurs de la croissance, mais aussi un moyen pour les pays africains de participer à la compétition économique et technologique internationale. Donc, les débats manquent d'une définition claire pour le moment de ce phénomène. Certains chercheurs renoncent même à l'utilisation du terme de ville nouvelle et se concentrent sur des caractéristiques spécifiques de ces projets, telles que leur dimension matérielle ou la rapidité de leur réalisation. Il y a des chercheurs qui parlent plutôt de fast cities, par exemple, les villes rapides. Et on constate que plutôt qu'un concept scientifique, le terme de ville nouvelle est utilisé comme un buzzword à des fins communicationnelles dans un premier temps, et notamment pour attirer l'attention des médias et des investisseurs. Alors, l'objectif de ce panel est de décortiquer le concept de ville nouvelle, notamment en contexte africain, de revenir sur ses origines historiques et de discuter également de son utilisation dans les différentes sphères. C'est ce qu'on avait dit en introduction, de la recherche, dans le secteur privé, mais aussi par les décideurs.
La question qui pourrait guider la discussion est la suivante. Est-ce que l'idée de construire des villes nouvelles représente-t-elle une véritable approche holistique et transsectorielle de politique urbaine qui peut s'inscrire dans la durée, ou s'agit-il d'une mode éphémère, je suis un peu provocative, je sais, destinée à attirer des financements? Également, l'on peut observer dans l'écosystème des experts de l'urbanisme une tendance à labelliser les villes pour les rendre commerçables, marketable, en véhiculant l'idée des modèles exportables. Ainsi, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une panoplie de types de villes? Les villes vertes, les villes intelligentes, les villes nouvelles, les villes justes, les villes participatives. À quoi correspondent ces villes adjectifs finalement? Et est-ce qu'il est judicieux finalement de multiplier aussi les labels qu'on adosse aux villes? Alors, nos intervenants, venant justement de différents secteurs professionnels et institutionnels et de différents pays, vont certainement pouvoir éclairer ces questions. Je suis donc ravie d'accueillir autour de cette première table ronde Monsieur le ministre Seydou Sy Sall, que l'on m'a présenté en arrivant au Sénégal comme l'encyclopédie du pôle urbain de Diamniadio, puisqu'il a participé aux premières conceptions autour de ce projet en tant que ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, puis en tant que délégué général de la DGPU, la Délégation générale de la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. Monsieur Sall est diplômé du Polytechnique Thiès au Sénégal, de l'Institut supérieur de management de Dakar et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialiste de l'aménagement urbain, de la planification spatiale, de l'action foncière et de la recherche, qui sont tous au cœur de son expertise, qu'il a mis à disposition à de nombreuses institutions publiques sénégalaises et à l'étranger, ainsi qu'auprès d'organisations internationales. Donc, depuis 2021, si je n'ai pas tort, il est président aussi de la Commission nationale de révision du Code de l'urbanisme au Sénégal. Ensuite, j'ai le plaisir d'introduire notre cher collègue Titus Kaloki, qui nous rejoint à distance depuis le Kenya, parce qu'il malheureusement, il n'a pas pu se déplacer jusqu'à Dakar. Titus est chargé de programme à la Fondation Friedrich Ebert, donc basée au Kenya. Il coordonne les programmes d'éducation politique ainsi que le travail autour de la sécurisation des droits fonciers. Son projet principal, Just Cities, vise à orienter les processus d'urbanisation vers les citoyens et à obtenir ainsi des résultats justes grâce à la fourniture d'un accès inclusif aux biens et aux services publics. Asante sana, Titus, de joindre à nous à distance. Enfin, je suis très contente que nos partenaires du Charter Cities Institute puissent présenter leur propre approche des villes nouvelles. Nous avons déjà une petite introduction avec Tommy, et qui commence aussi à être mise en œuvre sur le continent africain également. Elle sera illustrée donc par Jeff Mason, qui dirige la recherche au CCI, au Charter Cities Institute. Et avant cela, il était chercheur associé au Mercatus Center de l'université George Mason. Il est titulaire d'une licence en économie de l'Université du Maryland et d'une maîtrise en économie de l'Université de George Mason. Et donc, sans plus attendre, mon introduction a été assez longue, je vais donner la parole en premier à Monsieur le ministre Seydou Sy Sall. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Remercier les organisateurs, donc IFRI, CCI, la Fondation Frédéric Ebert, d'avoir bien voulu m'associer à ce débat sur les villes nouvelles. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est le politique, le professionnel ou l'expert? Dans tous les cas, je ne suis pas chercheur. Maintenant, est-ce que c'est le politique ou bien le professionnel ou l'expert qui est invité? Mais je vais tenter un peu de vous donner, restituer un peu mon expérience en la matière. En vous parlant tout d'abord des villes nouvelles, parce qu'il s'agit de définir les villes nouvelles. Voilà, il s'agit tout d'abord de définir, parce que je pense que jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord sur le concept. Le concept est encore vraiment une notion polysémique, controversée, au point que, dans le cadre de ce que vous venez d'affirmer tous, tout de suite, dans le cadre de la rédaction du nouveau Code de l'urbanisme, nous avons tenté d'avoir une définition consensuelle. Cette définition consensuelle, vous l'avez, noyau urbain résultat d'une politique volontariste de l'État implantée dans une zone peu ou pas habitée.
Donc la notion de ville ex nihilo. Mais la volonté aussi, l'idée qu'il s'agit d'une politique volontariste, donc qui émane de l'État, des pouvoirs publics. Mais là où nous avons apporté une amélioration dans la définition, c'est que jusqu'à maintenant, la ville nouvelle a été définie comme étant un noyau urbain en périphérie d'une grande agglomération urbaine dans l'objectif de la décongestionner ou d'en maîtriser la croissance. Mais nous avons ajouté, en fonction, tenant compte de la situation du Sénégal, qu'elle est aussi un noyau urbain dans un territoire rural peu ou pas polarisé par une grande agglomération ou une moindre agglomération urbaine dans le but d'impulser un développement urbain. Pourquoi? Parce que simplement, au Sénégal, nous sommes confrontés à un problème d'urbanisation galopante dans l'agglomération dakaroise, mais malheureusement, dans les 2/3 est du pays, ou bien si vous prenez le triangle supérieur du Sénégal, le territoire est caractérisé par une ruralité même profonde. Et l'absence d'urbain est un handicap du développement de ces territoires-là. C'est pour cela que nous avons pensé que cette définition-là, qui consistait à comprendre la ville nouvelle comme étant une ville ex nihilo, bâtie à partir simplement d'une idée volontariste de la puissance publique, avec de gros investissements, il faut s'en écarter de plus en plus. Sur la trajectoire des villes nouvelles au Sénégal, la première ville nouvelle qui a été implantée n'est pas le fait du troisième président de la République. Avant Wade, Léopold Sédar Senghor a pensé bâtir la ville nouvelle de Keur Fara Pahlavi, sur la Grande Côte, près de Kayar, dans la région de Thiès. Il s'agissait d'une ville industrielle ou portuaire, initiée par le président Senghor dans les années 70, et appuyée techniquement et financièrement par le Shah d'Iran. Mais la chute du Shah, en 1979, a donné un coup d'arrêt au projet. Pourquoi? Parce que simplement, cette ville n'était pas le fait d'un besoin bien déterminé, mais on peut dire que c'était le fait du prince. Et dans un contexte aussi où l'Iran a voulu s'ouvrir au reste du monde, et surtout en Afrique à travers le Sénégal comme tête de pont. Donc, l'idée de cette ville nouvelle est une idée qui découle simplement de la volonté de deux chefs d'État. Et vous voyez que la suite du Shah a entraîné un coup d'arrêt du projet. La ville s'est arrêtée à ce point-là. Nous avons eu la ville nouvelle de Lompoul. Ça, je peux en parler, parce que, initiée par le président Wade, et j'étais le ministre de l'Urbanisme, à Lompoul, destinée à devenir la capitale politique et administrative du pays. Mais ce qui a arrêté ce projet, c'est un manque de moyens. La nouvelle capitale ne verra pas le jour malgré des études avancées et des orientations prises en faveur de ce projet. Mais là, on soupçonne Wade d'avoir voulu mettre la ville à côté aussi de sa ville natale, chez les Mansour Tall, à Kébémer. Parce que Lompoul est un village, bien sûr, certes sur la mer, mais au droit de Kébémer. Mais ça, je le dis en rigolant. Hein? Voilà. Et sur l'Afrique, en général, nous pouvons aussi retenir la ville nouvelle de Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Mais ça aussi, c'était un peu le fait du prince, dans le cadre des années glorieuses. Une Côte d'Ivoire florissante à partir du café et du cacao. Le président Houphouët-Boigny a voulu faire de son village natal la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais le prétexte, c'était que les trois principales capitales antérieures, Grand Bassan, Bingerville et Abidjan, résultaient d'un choix exclusif du colonisateur. C'est le prétexte. Mais tout le monde sait que ce qui a motivé, ce qui est à la motivation,
de la création de cette ville, c'était que Houphouët-Boigny voulait faire de Yamoussoukro son village natal, la capitale. De gros investissements. Mais près de 50 ans après, Yamoussoukro n'est pas parvenu à répondre à l'objectif pour lequel elle a été créée. Le choix de créer la ville reposait uniquement sur un vœu présidentiel. Uniquement sur un vœu présidentiel. Et la ville nouvelle aussi d'Abuja. Là, le gouvernement nigérian, devant un accroissement démographique exponentiel et l'impossibilité de trouver une solution à la mobilité urbaine dans la ville de Lagos, a lancé la nouvelle ville capitale fédérale d'Abuja. Le Soie du Sud, le centre géographique du pays. J'ai oublié d'illustrer par une carte, mais Abuja, vous voyez bien qu'elle est au centre géographique du pays. Mais davantage, pourquoi Abuja a été choisie? Parce que simplement, elle est située dans une zone neutre, pas sous domination et contrôle d'une des 3 ethnies principales. Les Hausa Fulani, 29% au nord, Yoruba, les Yoruba à l'ouest, les Igbo à l'est. Donc, la motivation politique qui était derrière, c'était d'arriver à mettre la capitale dans une zone neutre qui n'est pas sous domination d'une ethnie ou bien d'une religion. Donc, c'est le critère d'équilibre ethno-religieux qui a présidé au choix de Abuja. Un développement lent finalement de cette ville, mais on voit aujourd'hui que cette ville répond quand même à la vocation d'une ville administrative. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'une ville capitale doit-elle être centrée simplement sur une fonction administrative? Si on sait que la ville est nécessairement multifonctionnelle. Au Sénégal, en fait, devant l'échec de Kerfara Pahlavi, à un moment donné, nous avons été confrontés à une montée galopante de l'urbanisation. Il fallait trouver des solutions. Des grandes opérations d'aménagement et d'extension urbaine ont été lancées. Que certains urbanistes, géographes, aménagistes dénomment souvent comme des villes nouvelles. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de villes nouvelles en tant que telles, mais il s'agit de grandes opérations d'aménagement. Peut-être même pas d'aménagement et d'urbanisme, mais simplement des grandes opérations d'aménagement. Les parcelles acides dans la ville de Dakar, 400 hectares. Résultant donc d'un accroissement urbain de l'agglomération dakaroise, d'augmentation de la demande de logement, mais surtout de l'essoufflement de l'offre de l'habitat planifié par les promoteurs publics. Mais particulièrement dû à l'engouement pour l'autoconstruction en réponse à la demande de logement. Et je pense que nous tous, nous nous accordons aujourd'hui que la ville africaine, en vérité, est le fait de l'autoconstruction. Donc, devant cet engouement, devant cette demande, il fallait développer des solutions. Et les parcelles assainies ont constitué, dans une certaine mesure, une réponse. Parce que sur 400 hectares, 11 000 parcelles ont été aménagées. Et aujourd'hui, c'est 25 000 unités d'habitation qui ont été réalisées. Plus que ce que la SICAP et la SNHLM ont réalisé depuis leur création. 1959 pour la SNHLM et 49 pour la SICAP. Donc, on voit bien que cette stratégie, quand même, a donné des résultats. 25 000 unités d'habitation, une population de 325 000 habitants. 73 2023 sur 50 ans. Il ne s'agit pas d'une ville nouvelle en tant que telle, il s'agit d'une grande opération d'aménagement. Mais pourquoi j'ai pensé en parler? C'est parce que simplement, devant les villes nouvelles qui peuvent être le fait du prince de la puissance publique et quelquefois qui ne sont pas centrées sur les intérêts de la population, il y a là de grandes opérations d'urbanisme qui peuvent répondre dans une certaine mesure
aux préoccupations des populations et aux modes plus connus en matière de construction par les populations, c'est-à-dire l'autoconstruction. Ce type d'opération est centré sur les besoins des populations, répond aux besoins de planification spatiale. En revanche, il s'agit d'une opération qui se passe sur une très longue durée. Le contrôle prévisionnel des constructions, la régulation du cadre de vie, la sécurisation physique des emplacements réservés aux équipements collectifs échappent souvent à l'encadrement de la collectivité publique. La concertation avec les populations et la consultation avec les acteurs pour faire la ville font souvent défaut. Et devant ces difficultés rencontrées dans ces grandes opérations d'aménagement comme les parcelles HLI, le gouvernement a pensé à un moment donné lancer les zones d'aménagement concertées, qui sont des méthodes, mais qui aussi s'analysent aujourd'hui comme des villes. Dans l'agglomération dakaroise, la zone d'aménagement concerté de Mbaougar est devenue une grande ville. Et la zone d'aménagement concerté aussi de Thiès est en train aussi de devenir une ville. L'intérêt ici, c'est de grandes opérations d'aménagement et d'urbanisme, créées et mises en œuvre en concertation avec les populations et les acteurs, mise en œuvre des opérations s'appuyant sur une programmation et une planification des aménagements et des constructions. Mais il y a aussi une régulation du cadre de vie assuré par les résidents. Les infrastructures et les équipements collectifs incombant à l'État, c'est ça la difficulté, ne sont pas souvent réalisés en temps voulu. Et devant donc les difficultés des villes nouvelles, les premières villes nouvelles de la première génération des villes nouvelles, tirant aussi les leçons de ce qui s'est passé avec les grandes opérations d'urbanisme, le Sénégal, à travers la CADACAR, appuyée par ONU Habitat et City Alliance, a pu lancer donc de nouveaux pôles de développement dans l'agglomération dakaroise. Pas en termes d'opérations qui ont été réalisées, mais en termes de réflexion. Et cette réflexion a abouti à cette nécessité de créer de nouveaux pôles de développement économique dans l'agglomération dakaroise. Et le PSE, à un moment donné, aussi a porté sur les points suivants: le développement de l'habitat, le cap sur l'industrialisation, une offre touristique adossée à l'industrie événementielle et aux affaires, un développement du capital humain. Donc, en réponse à ces besoins identifiés en amont, les pôles urbains de Diamniadio ont été créés sous le principe de la mixité fonctionnelle pour corriger un peu les difficultés qui ont été rencontrées, bien sûr, dans les opérations d'aménagement, mais pour répondre aussi à un besoin dans l'agglomération dakaroise. Ces deux pôles ont été créés pour canaliser l'urbanisation galopante de l'agglomération dakaroise, désengorger le plateau, réduire la demande de déplacement entre la ville de Dakar et l'agglomération pikinoise, Pikine-Guédiawaye, et repositionner Dakar sur l'échiquier continental. C'est pour cela que souvent, quand on reproche au gouvernement d'avoir choisi ce site pour abriter la ville nouvelle au lieu de le mettre au centre du Sénégal, bon, on peut se poser des questions. Parce qu'en fait, le pôle urbain, les deux pôles urbains de Diamniadio et de la Grèce n'avaient pas cet objectif. Les objectifs qui étaient visés, c'était canaliser l'urbanisation de l'agglomération de Dakar, désengorger le plateau, réduire la demande de déplacement et repositionner Dakar. Mais donc, ces deux pôles ne pouvaient qu'être réalisés dans la grande agglomération de Dakar, c'est-à-dire le Grand Dakar. Et je pense que comme demain, il y a un panel qui est centré sur ces deux pôles, mais j'ai voulu simplement illustrer dans ces deux tableaux les fonctions qui ont été, ce qui caractérise et structure un peu les deux pôles, le pôle urbain de Diamniadio et le pôle urbain du Lagos. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que le pôle urbain de Diamniadio
est bâti pour être un métropole de rang international, alors que le pôle urbain du Lac Rose pour être un hub touristique. Et finalement, ce que nous pouvons retenir de tout ça, c'est que devant les défis de l'urbanisation, en Afrique ou au Sénégal, nous pensons que la ville nouvelle n'est pas la seule réponse, mais elle est aussi une réponse. Parce que nous l'avons noté, l'Afrique est un continent qui s'urbanise, l'urbanisation est devenue galopante. Dans l'agglomération dakaroise, le taux d'accroissement démographique est devenu très important. Nous avons aujourd'hui des villes qui connaissent des taux d'accroissement démographique de plus de 7%, donc qui pourraient voir leur population doubler tous les 10 ans. Certaines villes à croissance moins rapide, mais rapide quand même, ont des taux d'accroissement de 5%, qui pourraient voir leur population doubler en 15 ans. Donc nous avons besoin de villes nouvelles, nous avons besoin d'opérations d'aménagement, de grandes opérations d'aménagement. Nous avons besoin de villes nouvelles parce que simplement, si on s'en réfère au grand programme du 100 000 logements, 100 000 logements, c'est 8 villes de 100 000 habitants, c'est 4 villes de 200 000 habitants, c'est même 16 villes de 50 000 habitants. Donc pour faire face simplement à cette demande importante de logement, il nous faut faire ça très rapidement, sur des espaces assez grands, mais avec une vitesse d'exécution aussi, qui ne peut se faire qu'à travers des villes nouvelles. La stratégie des villes nouvelles. Des villes nouvelles, donc oui, mais créées et conçues et mises en œuvre sur la base de paramètres ci-après, une volonté politique au plus haut niveau, aspirations et besoins des populations pris en compte, concertation avec les collectivités territoriales, partenariat entre le secteur privé et le secteur privé, pour éviter que les villes nouvelles soient l'objet de gros investissements seulement publics. Parce que c'est ça souvent qui est reproché à cette stratégie d'aménagement et d'urbanisme. Ça demande de gros investissements publics, quelquefois qui ne sont pas à la portée de certains États. Mais aussi, combinés avec le renouvellement urbain, réaménagement et reconstruction de la ville sur elle-même, qui sont d'autres types d'aménagement, modes d'aménagement bien centrés sur les intérêts, sur les aspirations des populations, combinés aussi à une densification, tout ça régulé par une stratégie de mixité fonctionnelle où la ville, où le renouvellement de la ville est structuré davantage par la fonction de travail, mais articulé à la fonction logement. Et retenir aussi que dans tout ce qui est en train de se faire, l'investissement public ne doit être qu'un catalyseur. Les équipements publics marchands, les logements peuvent être financés par des contrats de partenariat public-privé. Les logements doivent être développés, financés et construits par des investisseurs privés. Voilà quelques leçons apprises et recommandations que nous avons donc tirées de toutes ces expériences. Et nous vous remercions encore de l'invitation et vous disons que nous sommes à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Étant entendu, pour ce qui concerne le pôle urbain de Diamniadio, je pense que Mbaye et Khadim sont plus habilités que moi pour en parler dans les détails, parce qu'ils y sont encore, ils vivent encore la problématique, et quelques aussi jeunes chercheurs que j'ai vus dans la salle et qui y travaillent et qui pourront en parler de manière beaucoup plus ample. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous êtes rendu disponible pour intervenir et ouvrir le bal, en quelque sorte, ce premier panel de la conférence. Je retiens 3 grands points de votre présentation, même s'il y en avait beaucoup d'autres.
Vous avez réaffirmé l'idée que le concept de ville nouvelle n'est pas nouveau, parce qu'il y a des villes qui ont été construites auparavant dans d'autres contextes économiques, d'autres contextes politiques et historiques. Un deuxième point que vous avez abordé en filigrane, c'est que les projets de ville nouvelle sont des projets politiques parce que souvent portés par les chefs d'État. C'est ce que vous avez souligné. Vous avez aussi souligné à la fin de votre présentation, je pense que c'est très important, la nécessité d'impliquer les acteurs locaux. Vous avez parlé des collectivités territoriales. Donc une première question qu'on pourrait se poser, mais qu'on pourra peut-être aborder dans la discussion, est celle de justement aussi de cette configuration, de la possibilité des acteurs locaux de participer quand les projets sont portés notamment par les chefs d'État. Et le troisième point, qui est vraiment le cœur aussi de cette première table ronde, qui est de se demander est-ce que le concept de ville nouvelle est vraiment un concept. Vous avez par exemple parlé des grandes opérations d'infrastructures plutôt que les villes nouvelles. Donc ça, c'est aussi intéressant comme résultat. J'ai envie de lancer quelques questions, mais je vous passerai ensuite le microphone. Pour Monsieur le ministre Seydou Cissal, j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est la complémentarité en fait, entre le Lac Rose et Diamniadio, deux projets qui sont souvent associés et dont la DGPU s'occupe. Donc vous avez parlé de la multifonctionnalité par exemple. On a beaucoup parlé de Diamniadio, un petit peu moins du Lac Rose, donc peut-être juste revenir sur le lien entre ces deux projets. Sur la question, les liens entre les villes nouvelles de Diamniadio et du Lac Rose, vous avez compris quand, dans le programme, j'ai vu qu'il y a tout un panel consacré à Diamniadio, je n'ai pas voulu insister sur Diamniadio et Lac Rose. Les motivations, nous avons dit pourquoi Diamniadio et Lac Rose ont été réalisés. J'avoue qu'au départ, ce qui était prévu, c'est d'en faire une seule ville nouvelle. Parce que c'est sur le même territoire, avec comme Lac Rose la partie maritime de Diamniadio. Étant entendu que Diamniadio se trouve sur la partie continentale de ce qu'on appelle le Cap-Vert, avec ses Bikotan. Et l'idée, donc, c'était de mettre à Diamniadio une métropole de rang international. En fait, la partie qui manquait à Dakar pour compléter Dakar en vue de l'ériger en métropole de rang international. C'était ça l'objectif au niveau de Diamniadio. C'est pour cela que les fonctionnalités qui ont été développées à Diamniadio sont liées à des besoins qui ont été identifiés sur le territoire à travers le projet qui a été réalisé en 2007-2008, financé par City Alliance et ONU Habitat, qui avait identifié la nécessité de mettre un pôle de développement économique. Parce qu'à un moment donné, toute l'agglomération était centrée seulement sur le plateau. Il fallait créer d'autres centres et de faire de l'agglomération une ville polycentrique. Et à Diamniadio, ce qui a été mis en avant, c'est l'événementiel comme une fonctionnalité pour compléter un peu le tourisme d'affaires, comme une fonctionnalité dans un arrondissement bien déterminé. Et à côté, désengorger donc l'université de Dakar, mettre une deuxième université, et autour de cette université, développer toute une économie de connaissances avec des pôles de recherche qui sont liés à l'université, avec aussi un parc technologique numérique, comme donc deuxième fonctionnalité. Mais comme il s'agit d'un carrefour de mobilité à Diamniadio, mettre en place aussi une zone logistique avec un marché d'intérêt national, avec une gare des gros porteurs, mais avec aussi un parc industriel, parce que c'est un besoin qui a été aussi identifié dans le PSE. Et en fin de compte, mettre en place tous les services dans le 4e arrondissement, parce que Diamniadio est divisé en 4 arrondissements, mettre en place tous les services qui vont vraiment appuyer ces différentes fonctionnalités, c'est-à-dire l'événementiel, l'économie de la connaissance, la logistique, le commerce et l'industrie, mais plutôt l'industrie douce qui peut cohabiter avec l'habitat. Donc le 4e arrondissement, c'était abriter des fonctions juridiques, financières, techniques, d'accompagnement. Et je pense que demain, Mbaye Dieng pourra beaucoup plus insister sur ça. Et à côté, le Lac Rose
est une ville touristique, une ville qui va abriter, bien sûr, des logements économiques, mais à côté, le résidentiel haut de gamme, parce que à partir des territorialités du lac Rose, parce qu'il s'agit d'un écosystème maritime, lacustre, mais qui se prête bien au tourisme, et qui se prête bien aussi au résidentiel haut de gamme. Et que, au départ, c'était un seul pôle, et le deuxième pôle devait être à Tambacounda. Mais finalement, bon, le gouvernement en a décidé autrement. Le deuxième pôle devait être à Tambacounda pour créer une ville dans ce qu'on appelle les deux tiers est du Sénégal, avoir à Tambacounda ce qu'on appelle une nouvelle centralité nationale. Une centralité nationale qui allait donc polariser Matam, qui se trouve au nord-est du Sénégal, la région de Kédougou, Kolda et une bonne partie de ce qu'on appelle le Sine Saloum à travers Tambacounda. Donc, je pense que ceux qui vont poursuivre le travail pourraient encore pousser le gouvernement à réaliser ce pôle. Je pense que les Mansour et tout ça vont pouvoir insister pour amener, parce que moi, depuis 20 ans, j'en parle, du pôle urbain de Tambacounda. Donc, c'est maintenant les liens, ils sont même en train de faire les liens, parce qu'il a été même prévu que la voie de dégagement nord, qui dessert le lac Rose, puisse desservir Diamniadio et faire le lien avec le TER, faire le lien aussi avec le BRT. C'est pour cela que souvent, je m'étonne que ces liens-là ne soient pas faits. Parce que dans la conception, BRT, TER, VDN, autoroute côtière, tous ceux-ci doivent être reliés pour que ça soit un seul réseau multimodal. Bon, vous avez dit que les villes nouvelles, c'est souvent sur des terrains non habités. C'est ce qui s'est passé à Diamniadio. Il s'agissait d'un terrain qui était presque abandonné par les aviculteurs, les agriculteurs, et c'était un terrain du domaine national. Bon, 1600 hectares qui, par la magie de l'immatriculation, a été immatriculé, cédé à un organisme public qui a été créé ex nihilo, la DGPU, aux francs symboliques. Bon, des terrains qui coûtaient à peu près 5 000 francs, 10 000 francs le mètre carré, se sont retrouvés du jour au lendemain par la magie donc, de l'immatriculation et d'une décision politique. C'est aujourd'hui des terrains qui sont évalués à 50 000, 100 000 francs. La preuve, quand il s'est agi de faire le marché d'intérêt national, 17 hectares, bon, il a fallu chiffrer le terrain de 17 hectares à peu près à 50 000 francs le mètre carré. 17 milliards, c'est ce qui nous a permis d'avoir le financement avec Exim Bank turc, qui devait financer le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Mais j'avoue que souvent, quand je lis, je parcours un peu ce qui se dit à Diamniadio, j'ai comme l'impression qu'on parle d'une autre ville qui se trouve dans un autre pays. Parce que souvent, la littérature autour de ça, peut-être n'est pas bien connue. Peut-être que les jeunes chercheurs qui sont là, qui font un travail sur ça, vont permettre d'exhumer tout ce qui a été dit sur ça. Gilles Yabi du think tank citoyen Wati. Merci à nouveau pour les présentations. Juste une question pour Monsieur le ministre. Dans les arguments que vous avez donnés qui justifiaient la mise en place donc, des nouveaux pôles, Diamniadio notamment, on comprend très bien tous ces arguments qui sont liés à la mobilité, à la croissance de la population et à l'engorgement de la ville de Dakar. Mais on ne voyait pas vraiment apparaître une prise en compte en fait, d'une dimension aménagement du territoire, de l'ensemble du territoire sénégalais. Je crois que vous avez un peu répondu en évoquant Tambacounda, mais ma question c'est justement lorsque au niveau d'un gouvernement on examine ce type de propositions, est-ce qu'on examine aussi toutes les options alternatives? Par exemple, faire en sorte qu'on développe les villes secondaires partout sur un territoire, ce qui sera un choix différent. Et dans la mesure où l'accroissement de la population, c'est surtout l'accroissement naturel, un choix différent, c'est de permettre en fait à cet accroissement naturel de se faire sur place d'une certaine manière, sans avoir une convergence vers quelques très grands pôles à l'échelle du territoire. Merci beaucoup. Je m'appelle Lamine Ousmane Kassé, je suis enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, par rapport effectivement à l'intervention de Taïtos,
mais également j'interpelle Monsieur le ministre Seydou Sy Sall par rapport effectivement à ce pléthore de concepts qui sont associés, de ce qualificatif de ces villes nouvelles. Donc on parle même de villes neuves. Alors, est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit sur la ville juste, qui consiste effectivement à intégrer les citadins invisibles, comme l'a appelé tout à l'heure Taïtos, ces citadins invisibles, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont une place dans la nouvelle ville de Diamniadio? Ça, je pense que c'est une question que je me pose. Ou bien, parce que par rapport à l'intelligence, par rapport également à la ville durable, je pense que ce sont des qualificatifs qui sont très bien épousés par la ville nouvelle de Diamniadio. Mais au-delà de ce caractère industriel de cette ville, la citoyenneté et la citadinité, à mon humble avis, reste une équation par rapport à cette ville nouvelle. Je vous remercie. Je voudrais tout simplement attirer peut-être l'attention de M. le ministre Sall sur le fait que Diamniadio, pôle urbain, était bel et bien occupé au moment de la réalisation de ce projet. Parce que par ces occupations, nous, on comprend des terres qui étaient affectées à usage agricole, des terres également qui étaient destinées à l'habitat. Autant de projets qui étaient projetés au niveau de ce site-là et qui, par la magie de l'immatriculation, comme vous le dites, ont été désaffectés par le décret du président de la République. Et c'est d'ailleurs la cause pour laquelle c'est une preuve supplémentaire que ces terres étaient occupées, parce qu'il a fallu désaffecter donc ces terres qui étaient affectées à usage agricole et à usage d'habitation, bon, pour abriter le nouveau pôle urbain de Diamniadio. Donc moi, je considère qu'il s'agit effectivement des terres occupées. Peut-être pas occupées suivant des fonctions résidentielles, mais occupées pour d'autres usages. Parce que les terres du domaine national peuvent être occupées à usage industriel et commercial, à usage d'habitat ou à usage agricole. L'autre chose également, c'est que au niveau du pôle urbain de Diamniadio, j'aimerais également savoir si effectivement il y a eu un dispositif qui a été mis en place lors de la conception pour lutter au mieux contre les exclusions sociales. Parce qu'il y a un tissu ancien et il y a également les exclusions sociales. Les exclusions sociales, parce qu'il y a déjà un pôle urbain, une ville nouvelle qui est en train d'être créée. À côté, il y a le tissu ancien avec des collectivités territoriales riveraines du pôle, donc qui manquent pratiquement de tout, donc qui ne disposent pas d'infrastructures sociales de base pouvant promouvoir quelque part leur épanouissement. Et que ces populations également ne parviennent pas à accéder à ces nouvelles infrastructures mises en place. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la réalisation de ce pôle-là, justement pour permettre à ces populations de pouvoir au moins donc, bénéficier de ces nouvelles réalisations qui doivent profiter à tous les Sénégalais? Merci. Premièrement, dans la définition des villes nouvelles, je n'ai pas entendu parler des villes créées à partir d'obédience religieuse. Vous avez God City au Nigeria, qui connaît une croissance, mais Touba également ici au Sénégal. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai une difficulté dans la définition que M. le ministre a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que ça résulte d'une volonté politique affirmée de l'État, alors qu'on a des villes qui sont là et qui ne sont pas issues d'une volonté politique affirmée de l'État et qui connaissent une croissance. Deuxième question, c'est par rapport à Diamniadio. Les populations, comment les populations comprennent ces nouvelles villes? Je pense qu'elles nourrissent peur et engouement à la fois. Dans la mesure où, au lieu d'aller habiter Diamniadio, moi je constate qu'ils préfèrent aller sur Niague, sur des territoires satellites autour de la nouvelle ville pour être à l'œuvre lorsqu'une opportunité se présenterait sur Diamniadio, qu'elle puisse y être et ne pas perdre Dakar de vue. Donc c'est ça que je vois. Et aujourd'hui, la ville le département de Keur Massar
constitue l'une des territoires les plus dynamiques, et je pense que je peux l'affirmer, c'est le territoire le plus dynamique du Sénégal actuellement. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette nouvelle ville et les craintes qu'elle occasionne? Merci. Je m'appelle Yakham Diop, enseignant-chercheur à la retraite, et j'ai une petite contribution. Pourquoi en est-on arrivé à encore parler de villes nouvelles et en parler de Diamniadio, Lac Rose, Daga Kholpa, qui ont du mal, ces deux ont du mal à émerger? C'est lors de la conférence d'Alger en 1943, en pleine guerre, que les autorités militaires supérieures avaient dit que Dakar doit être réaménagé autrement. Et on a élaboré un plan stratégique pour Dakar. 2 documents, un civil révélable à tout chacun et un tenu secret qui s'appelait Plan d'aménagement du plus grand Dakar. Élaboré, conçu par l'état-major général des armées. Le siège, c'était à Paris. Et pour la partie civile, c'est le gouverneur général et puis les différents services fédéraux. 2 documents, mais c'est le premier qui avait la prééminence. Et on parlait pour cette région de Dakar, c'est un triangle à 3 pôles. Dakar, Thiès, Mbour. Dakar, Thiès, Mbour. Velléité stratégique. Et c'est pourquoi je me pose la question, dans notre administration, est-ce qu'on est devenu amnésique ou bien est-ce que le palimpseste, il faut l'éviter ou tout faire pour ne pas du tout le convoquer? La mémoire des lieux, souvent lavée mais jamais effacée intégralement. Et on recommence le même exercice. On recommence le même exercice. Moi, depuis qu'on a parlé de Diamniadio, monsieur le ministre, vous savez, lors de notre fameuse soirée, dîner-débat à Novotel en 2006, j'avais attaqué ce que j'appelle les bétonneurs, pollueurs. On croit que la ville, c'est l'affaire des bétonneurs, les gens du génie civil. Et on n'a jamais, moi, j'étais au département géo, je n'ai jamais vu une correspondance où l'on impliquait les géographes. Ce sont les gens du génie civil. On sait construire un mur, on est compétent. Les géographes n'ont jamais été associés. Et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'ils soient valablement... Là, je vous tire vos chapeaux, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de géographes qui ont travaillé avec vous, qui travaillent avec vous, mais ça reste encore. On parle de ville, c'est un objet de la géographie, la ville. Mais il faut voir quelle ville. Ville juste, ville équitable. Je ne suis pas sûr que ce concept, ces deux, soient les mêmes. Chez les Grecs, la ville, c'est polis. L'étendue de toute une civilisation. C'est l'endroit où l'on peut tout avoir, l'on discute tout de manière non violente. Chez les Romains, la ville est une assise, est une donnée politique d'abord. Celui qui n'a pas de voix au chapitre ne peut pas participer au débat ni concevoir la ville. Monsieur, encore que chez les Grecs, je termine. Oui, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Je dis que je ne fais pas de question, c'est une question. Voilà. Est-ce qu'elle est une question? D'accord, non. Alors, toujours pour rejoindre la question, la problématique de la ville juste, est-ce que c'est une ville accessible à tout le monde? C'est une ville de démocrates. Selon les 3 principes de la démocratie, Iségoria, Isonomia, Isotopia. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand j'ai vu Yakham, j'ai dit que je suis venu, je ne suis pas un chercheur. Parce que lui, quand il s'y met, c'est depuis l'Antiquité. Et je pense qu'on a été circonscrit. Hein. Je pense que le premier intervenant nous a invités à parler des villes nouvelles depuis 1945. Je crois, hein? Bon, mais c'est normal, hein? Mais Yakham, on ne peut pas faire la ville sans les géographes, sans les sociologues, sans les urbanistes, sans les architectes, sans les ingénieurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, que toutes ces disciplines doivent intervenir dans la ville.
Je pense que nous n'avons pas peut-être besoin. Dès le départ, j'avais bien mentionné qu'il s'agit d'une notion polysémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber d'accord sur la définition. C'est que, comme nous ne sommes pas d'accord, mais nous allons définir au Sénégal la ville à partir de nos besoins. De nos besoins, c'est que dans le tiers-ouest du Sénégal, nous avons une urbanisation galopante qui a besoin d'être canalisée, qui a besoin d'être structurée, surtout ce que vous appelez le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Yaham, je regrette, mais je crois que depuis 2004, on travaille sur ces questions-là. Quand il s'agit de parler de l'agglomération dakaroise, il s'agit du triangle Dakar-Thiès-Mbour, dont Diamniadio est le barycentre. Donc, c'est ça qui a conduit à avoir cette définition. Là où il y a une urbanisation galopante, la ville nouvelle est un noyau urbain qui permet d'organiser l'urbanisation et de la canaliser. Mais comme nous avons aussi besoin de l'urbain dans le rural, surtout dans le rural profond, là, la ville nouvelle a pour objectif de créer de l'urbain. Parce que sans la ville, le monde rural ne peut pas se développer. C'est la définition conceptuelle, consensuelle, qui a permis de nous fixer sur ce que c'est que la ville nouvelle. Mais bien sûr, on peut aller vers des nuances. Ville nouvelle, ville neuve. Quand la ville est réalisée sur un terrain non habité, en rupture d'urbanisation, c'est une ville nouvelle. Mais on est aussi d'accord sur le fait que quand c'est collé à la ville ancienne, c'est une ville neuve. Mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces nuances-là pour résoudre les problèmes urbains auxquels on est confronté? La question de l'aménagement du territoire. Je pense aussi que nous pouvons... je pourrais vous renvoyer à tout ce qui a été fait au niveau de l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est peut-être représentée ici, dans le cadre du nouveau plan national d'aménagement du territoire. Mais il a été clair qu'il s'agit de créer une dizaine de villes de métropoles d'équilibre, de créer aussi d'autres pôles urbains à travers le territoire national. Et nous pensons encore qu'au lieu d'avoir ces 10 villes métropoles d'équilibre, on peut peut-être se contenter de les réduire à 5 et de créer une nouvelle centralité nationale à Tambacounda. Peut-être qui permet de polariser les 2 tiers est du Sénégal. Mais là, peut-être, il faut simplement vous renvoyer à tout ce qui a été dit sur au niveau de l'ANAT, sur le nouveau plan d'aménagement et de développement territorial. Intégrer les citoyens invisibles. Je pense que c'est le professeur ou le docteur Kassé qui en a parlé. La question de la citoyenneté. Mais en fait, quelqu'un d'autre, en me posant la question, a répondu à votre question. Diamniadio, c'est pour créer un nouveau centre dans le département de Rufisque. La ville intègre, bien sûr, des habitations, mais la ville intègre beaucoup d'équipements économiques, des équipements universitaires. L'université de Diamniadio a une vocation nationale, même internationale, mais donc c'est une deuxième université dans l'agglomération dakaroise qui peut être fréquentée, bien sûr, par les habitants de Diamniadio, les habitants de Kermassar, voilà. Donc, tous ceux qui sont autour de ce territoire tirent profit de ces équipements qui sont implantés à Diamniadio. Les lycées, les collèges qui sont prévus et qui doivent être réalisés, mais ce n'est pas des collèges pour la ville nouvelle ou bien des lycées pour la ville nouvelle, mais c'est des collèges pour Bargny, pour Sébikotane, pour Sangalkam. Une manière de répondre un peu à notre ami Ngom.
Mais bien sûr, on avait trouvé là des terres à usage agricole, mais des terres qui n'étaient plus utilisées. Moi, j'étais là au départ, hein. Et tout le monde sait que Diamniadio est un Akita. N'est-ce pas, Niakham? Pour parler comme les géographes. Il n'y a pas d'eau là-bas. Ah non, 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 il n'y a pas d'eau dans le sol de Diamniadio. Donc l'eau qui servait... Oh, mais ça, ce n'est pas une question. Ça, je trouve que ce n'est pas le sol gonflant. Ça, c'est une question d'ingénieur. Et les ingénieurs savent tout faire, hein, sur ces questions-là. Je pense que ça ne pose pas de problème. Donc, les terres ont été désaffectées, mais des terres non utilisées qui ont été désaffectées. Maintenant, le débat. Je pense que l'intégration de la ville avec les différentes communes, j'ai aperçu le maire de Bargny à un moment donné, je ne sais pas, l'ancien maire de Bargny, notre ami Sec, je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là. Mais il sait bien qu'à un moment donné, l'idée, c'était de créer autour de Diamniadio une vision qui intègre toutes les problématiques qui se posent bien sûr à Bargny, à Diamniadio, à Sébikotane, à Sangalkam. Parce qu'en vérité, même si le pôle porte l'appellation de Diamniadio, c'est un pôle qui est à la fois sur les terres de Bargny, de Diamniadio, de Sébikotane et de Sangalkam. Je parle sous le contrôle de l'ancien maire de Bargny. Et une bonne partie, surtout le 3e arrondissement qui a le pôle industriel, mais ce sont d'anciennes terres de Bargny. Donc, et le plan d'urbanisme de détail qui prend en compte le pôle et son environnement territorial immédiat, prend en compte ces questions. Et je me rappelle très bien aussi, il était question pour toutes ces communes devaient être dotées d'un programme d'investissement en même temps que le pôle urbain de Diamniadio. J'avoue que quand j'étais au pôle urbain de Diamniadio, je crois que par 2 fois, 3 fois ou 4 fois, des montants ont été investis à Diamniadio pour lui permettre d'être doté d'eau, d'électricité et de voirie. Je ne suis plus. Peut-être que les représentants du pôle urbain pourront en parler. Monsieur le ministre, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous interrompre pour donner la questions, parole à nos autres intervenants. Oui, je sais. Il y a la pause café qui suit et tout le monde pourra poser ses questions. Il y en a tellement. Bon, si je peux me permettre... Kermassar est dynamique. Oui, Kermassar est dynamique. Vous dites que Kermassar est dynamique parce que le pôle urbain de Diamniadio et de Lac-Rose ont été réalisés. Mais ça, donc, c'est un impact positif des pôles urbains de Diamniadio. Parce que ces populations vont se rapprocher d'équipements peut-être qu'ils n'avaient pas. J'ai voulu éviter d'en parler, le pôle urbain de Diamniadio, sachant que c'est un thème qui est réservé pour demain. Oui, et peut-être... mais vous m'avez amené à en parler. Mais je voudrais répondre à Niakham. D'accord. Je pense que ça va être un peu long. Si vous me permettez, on va continuer le débat pendant la pause. Parce que si les gens partent de cette salle-là, avec ce qu'il vient de dire ici, je pense que ce ne serait pas une très bonne chose. Mais peut-être on aura l'occasion peut-être demain d'en parler. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. So as Sina said, I'm Jeffrey Mason. I'm the research manager at the Charter Cities Institute. We're a think tank and technical advisory based in Washington, D.C., as well as Lusaka, Zambia. And so I'll be speaking a little bit today about one particular type of new city that we work on, that being charter cities. I won't belabor the point about urbanization in Africa. We've heard a lot about that already. But I think this map and the map following illustrates nicely what sort of the global picture with regard to urbanization looks like now and where that's going to go over the next couple decades. So right now, megacities, with a few exceptions, are essentially an Asian phenomenon. The biggest cities in the world tend to be concentrated in Asia. However, over the next couple decades, megacities are going to transition from being an Asian phenomenon to an African phenomenon as Africa's cities continue to grow. And
what these cities end up looking like in terms of their economic outcomes, in terms of what life is like for people living in these cities, ultimately is determined by governance. How are these cities run? What does policy look like? What do regulations look like? What is the business environment like? What does the physical built environment look like? All of these things contribute to the relative success or lack thereof for Africa's growing cities. And I think we can summarize there being three sort of key constraints with regard to capacity for cities in Africa. The first being legal. In a lot of countries, municipal government either is essentially very weak or it covers only a small portion of what you might think it'd be ideal a city government to have authority over, or in some cases it essentially doesn't exist at all. Some cities technically have a couple, like a literal handful of municipal governments, even though to the observer they obviously have more than that number of cities. And so political power, regulatory power, policymaking power is often centralized either at the central level or the provincial level or some other level when we might want that at a more local level. The second, and this relates to the first, is fiscal authority. Can those municipalities, can those cities actually raise the revenue they need to make investments in infrastructure, public services, all of these kind of things? If you're a city and you have no tax power or you have very minimal tax power, there's obviously not a lot that you can do. And if your city is wholly reliant or largely reliant on fiscal transfers coming from higher levels of government, that further limits what you can do and also sort of shapes your priorities, even if you might want to do something different. And I think Dakar might know this example well. I think it was 2015. The city was set to issue its first ever municipal bond. Everything was set to go. It was ready, and investors were interested. And then at the last minute, the central government came in and pulled the plug on the bond issue. And we see arrangements like these all the time. And then the third is technical. And what I mean by that is the ability for city governments to actually be able to execute the plans that they set out, whether it's through not necessarily either a lack of knowledge, but sometimes they just don't have the tools at their disposal to do effective planning or effective policy making. They might know what they want to do, but getting there can be quite difficult. And that even doesn't necessarily have to be something difficult to fix. There's often a simple solution to what looks like complex technical problems. But there's a broader ecosystem that sort of feeds into having the domestic technical capacity to be able to implement your projects. And that's important to consider as well. And a fourth thing I think to think about is that Africa's urbanizing much earlier in terms of economic development than many other places around the world hit the same level of urbanization. So these figures, this is when, I believe this is for when the country hit, I think it's 40% urbanized, if I remember correctly, when that was and what the average income was. So not only have other cities around the world hit the level of urbanization that African cities are seeing now, but they did it at a much higher level of economic development, which means more resources at disposal to invest back into that city. And so that presents an important challenge, I think. So we have a combination of high demand for urban living, for urban spaces, but capacity across a variety of domains is limited. And so I think the takeaway from there, yes, we need to fix those and work on those capacity problems, but that takes time, that takes resources, and so new cities can play a role in helping address some of those challenges.
And as we've talked about quite a bit now, of course, what is a new city is a difficult question to tackle. But I think there is value in trying to help sort of narrow that down and talk about what are the types of new cities, what do we mean, what are we actually talking about when we say new cities. But I won't belabor that any further because we've heard quite a bit about what is a new city today. And one type of new city that we work on at CCI that I'd like to speak about a bit today is the idea of charter cities. And so these are cities newly built, but the idea being rather than sort of just a pure, essentially real estate project, as a lot of new cities are often treated, we're talking about building cities that help to address that governance layer, so to speak, in addressing urban challenges. And so at CCI, our sort of rough definition of what a new city that is a charter city looks like is one, a city that has can make the authority to make deep administrative reforms. So we're not just talking about cities that maybe can issue business regulation or maybe make some minor policy decisions here and there, but we're actually talking about a jurisdiction that has significant authority over regulatory matters, planning decisions, financial responsibility, all of these kind of things that actually give it the power to create an attractive environment both for investors and for people. The second, and this is something we've heard a bit about as well, is a jurisdiction that covers a relatively large geographic area. Not just a little new district, a little new neighborhood, but we're actually talking about projects that are city scope in nature. A third thing is that they're multi-industry. And what we mean by that is that this isn't just a business park, say, dedicated to one particular industry or one type of activity. It's not just, say, an export processing zone, but there's more going on there. And there might be a key target anchor industry or tenant at the outset, but ideally, over time, you will have created the conditions that this city project isn't wholly reliant on that industry, but it develops into something with a mature, diversified economy like existing cities. Fourth, obviously, it has a residential component. Again, we're not just talking about business parks and that kind of thing, but this is a place that people work, live, go to school, have fun, recreation, all of those kind of things. It's not just all one or all the other. So it's not a business park, and it's also not just a housing community. And then the fourth, like I said, is that we're talking about a jurisdiction that, like a SEZ 2.0, if you will, there's authority that is devolved to that jurisdiction so that it can make its own plans and regulations. And so what I'd like to spend the rest of my time on is to talk a little bit about three different types of applications of this core concept that we've seen across Africa and projects that we are either actively working with or have studied in some way. And three of those are summarized here. So one is the idea of a tech hub. This is a project where, as the name implies, they want to attract tech industries, tech workers, and build that way. Africa has a growing tech industry, of course, but it's still very fragmented across cities, across the continent. There's not really a comparable Silicon Valley or San Francisco Bay Area, for instance, like there is in the United States, where all of the sort of prerequisites, both the educational institutions, the companies, the workers, the amenities that those workers want, they tend not to be concentrated in a specific place. And so some of these projects are trying to address that. A second type of project is sort of what I would describe as large-scale industry. These are the projects that tend to have the highest planned populations. For example, Enyimba Economic City here, this is in Abia State, Nigeria. They want to target 1 million people. And lots of these city projects have very ambitious population targets,
but you don't actually get there, certainly not in any reasonable time frame, if you're not investing in attracting the industries that create large-scale employment, if you're not generating jobs in manufacturing, logistics, energy, all these types of fields, which can create not just a few jobs for sort of a highly targeted group of professionals, maybe like in services, for example, but can actually create employment on a large scale. And I think a helpful tool to think about this is to compare China versus India over the past couple decades in terms of their economic outcomes. Both have grown, but China massively outgrew India, and part of that story is that China developed very robust manufacturing, whereas India went pretty hard on services. And both are great, but one has a lot more potential to create jobs and prosperity and innovation at scale. And so I think that's important to bear in mind. And then the third group are types of projects that are really targeted on pushing the price point down and creating new cities, new communities that are very, very accessible, such that the average person can actually afford to live there. And that's a problem that we see with a lot of the new cities that have been talked about and mentioned. Right, they're very impressive, very interesting, but they're not necessarily accessible to the actual person, living next door. And while I won't talk about it today, there is one sort of subcategory of this that we're seeing, specifically looking at the issue of refugee resettlement. The sort of camp-based model really doesn't work. It was never intended to be a permanent solution for refugees when it was first created, but that's essentially what it ended up being. And you have these camps that sort of linger on forever and ever, and the people living there kind of have this legal uncertainty. They either have very limited rights, or maybe they can't go out and work, this kind of thing, and it creates a really not ideal situation. But we're now seeing a movement also towards empowering sort of urban-based refugee solutions that help to address some of those problems as well. And so I tried to capture here a little bit of some geographic difference, so some projects in Africa and some projects elsewhere. And that's not just to say, right, okay, they did this in China, or they did this in this country or that country, and just copy that, right? Because I think we all know that doesn't work. That's not how real learning is done. But I bring in some of these other examples to say, here's a basic model of how something like this can work and has worked in another place. Let's think about what are the core elements of that idea, and how can we reapply it in a new setting. And so I'll focus on one example from each of these groups. So Silicon Zanzibar is an effort on Zanzibar in Tanzania that CCI is actively working with. So this is one of these tech hub type projects. It's called Fumba Town. It's on the southern edge of Zanzibar. They have an SEZ regime that was kind of already in place that's being developed, and the government and the developer and CCI is helping with this, are looking right now at, okay, if we want to attract, create a technology industry, attract those workers here to Zanzibar, what do we need to do to upgrade this legal regime to do that? How can we expand it? And how can we also expand the geographic area governed by that regime to go outwards and include more of the surrounding community and incorporate them into this project as well. Wasoko, which maybe some of you are familiar with, is Africa's fastest growing tech company. If you're not familiar, they are doing a lot of the essentially logistics work behind the scenes of getting goods from sort of wholesalers to individual merchants. They're operating in about 7 countries, I think. And they're serving as one of the initial anchor tenants for this project. They're basing all of their operations out of Zanzibar. And another important element, and I touched a little bit on this earlier, for these tech hub projects, is that if you don't have the ability to actually train locally,
the talent that feeds into that industry, you're only going to be able to get people who can you convince from somewhere else to move here. But if you can create institutions that actually train and develop that talent locally, you can scale that up industry much more. And of course, those graduates, they don't have to stay there, of course, but they can then build companies all over the world and work at companies all over the world. And so both the African School of Economics, which has campuses currently in Benin and Nigeria, some of the institution we're working with quite a bit, they're looking on expanding. And for their sort of initial jump into East Africa, they're looking to set up a campus in Silicon Zanzibar here, and to partner with the Indian Institute of Technology Madras, which is sort of India's MIT, if you will, to sort of act as complementary partners where IIT brings that engineering, computer science, that kind of hard technical background to Zanzibar, while ASE brings economics, business, and other types of programs, and to create a world-class sort of university in Zanzibar. And a final important point about Silicon Zanzibar is that they're working, this isn't just, this developer, in this case it's called CPS, going off doing their own thing. But they're working closely with the government. They're bringing in the Zanzibar Investment Promotion Authority, essentially as a partner, as a co-developer in the project. And they're taking careful steps to be sort of aligned with Zanzibar's development plans. For example, their Blue Economy program, which is about sustainable economic development using Zanzibar's position as an island with valuable coastal resources and tourism and all these kind of things. So to create not just a tech industry, but a broader series of industries that can attract people and businesses to Zanzibar and can benefit the people of Zanzibar. So this picture was taken in 2015. This essentially covers kind of the initial area that CPS has started building up their Fumba Town development. And this picture was taken earlier this year. So obviously it's still quite small, but they've expanded quite a bit and should be continuing to do so over the next couple months and years, especially as they work to sort of upgrade their legal regime that they have in place with the government. And so that's a project that at CCI we're particularly excited about. A second type of project that I talked about are these sort of large-scale industry-type projects. And for this one, I'd like to pull your attention. Okay, so I've been told we're coming up a little short here, so I'll quickly go through these last points. Essentially, this project in China, a developer made an agreement with the county government, and in about 15 years, the government built up a new town, took over providing lots and lots of services, and shares that revenue they collect with the government. In a very short period of time, this district went from being one of the poorest to one of the most well-off in the region, which I think shows nicely the potential for this type of model to produce results, especially in a limited capacity environment. And then the third group I'll touch on briefly are these deeply affordable projects. So Ciudad Morazan in Honduras, they're renting out houses and apartments at a rate that the average Honduran family can actually afford to pay in the main manufacturing region of the country. And in Malawi, another one of our partners, they're building housing for under $2,000 US per unit. This is a price point that someone in Malawi can actually pay a mortgage on. Someone earning $100 a month can actually afford that mortgage, which is really hard to find. And they're doing sort of agro-business, agro-cluster type activities. So to quickly summarize, new cities are being built across Africa. We all know this. There's lots of valid criticisms of charter cities and of new cities generally. But I would say, ask yourself, how can you help? How can you push these projects in a more positive direction? Because they have potential to do quite a lot of good for Africa. And there are proven models to follow and iterate on. You don't have to reinvent the wheel to be able to do this.
So thank you. For those of you in the room who are researchers, CCI is happy to collaborate on research. If there's something you'd like to work on with us, please send me an email. And if your organization is working on new cities in some way, please consider joining. We're launching, it's called the Africa's Next 50 Cities Coalition. This is a collection of government agencies, financial institutions, research organizations, civil society groups, et cetera, that are connected to new cities in some way in Africa, and bringing them all together in a way that really hasn't been done before. And we'll be sharing soon information about a conference to that effect that we'll be having in Rwanda this November. So, thank you. Pour Titus, j'ai une question un peu plus méta pour revenir un peu à cette question pourquoi on labellise autant les villes africaines, villes nouvelles, villes intelligentes, villes vertes, villes justes aussi finalement. Donc est-ce que ces concepts sont en compétition à votre avis ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des complémentarités? Just Cities et New Cities par exemple, est-ce que ce sont des concepts qui peuvent aller ensemble? Ensuite, pour Jeff, j'ai une question un peu plus pratique qui est celle de savoir comment en fait vous choisissez vos lieux d'intervention. Donc à Zanzibar par exemple, il y a le village Fumba, je crois que vous avez mentionné. Donc comment vous choisissez ces lieux? Et peut-être un point que je voulais aussi mentionner de manière plus transversale, ce qui m'a quand même frappé en travaillant sur le foncier, c'est qu'il y a toujours ce discours qui revient, les villes nouvelles, enfin, ce qui sera un critère de définition commun, les villes nouvelles sont construites sur des terrains non habités, peu utilisés, alors que les recherches, et y compris aussi les travaux des organisations internationales, ont montré que ce discours des terres vacantes sur le continent africain est quand même largement contesté. Ces terrains sont utilisés et d'ailleurs ce sont c'est souvent un terrain fertile aussi pour les tensions sociales. Donc peut-être ça peut être un peu une question transversale pour tous les trois intervenants. One is to say that I think this shows the real importance of having effective land registration and titling. I think really can't be understated. A lot of these sort of conflicts that Sina alluded to, they wouldn't go away necessarily, but they'd certainly be a lot cleaner. I think a lot more clear cut about who owns what, who has the rights to what is sort of the fair market value of a particular piece of land or not, would be improved substantially with effective land registration. And titling, and I think if you really want to see what a worst case scenario of that kind of thing would look like, when the system itself is really a mess, I think India is a good example of that. Sort of the way property inheritance works, you could have literally thousands of people laying claim to a single piece of property, and it essentially brings everything to a halt. So there's got to be an efficient way to set up and those systems and then mitigate those issues when they come up. And then my second point, and this is something that we've seen with a couple of the projects that we've worked with, is that there's no need to see, if there's a particular piece of land that's identified, okay, this is desirable to build a city for XYZ reasons, there's no inherent reason why whoever happens to already be living there should be seen as some kind of obstacle or problem to be overcome. I think if it's handled well, if it's handled right, what you can do instead is actually create an initial core group of constituents and the strongest possible advocates for that project. And so I didn't really discuss it in detail, but one of the projects I mentioned, Enyimba Economic City in Nigeria, their area under development is about, I think, 9,600 hectares, if I remember correctly. And obviously, on that amount of land, there's going to be some people there. And so, so what they did, one of the things they did, is they gave, when acquiring that land, all of the people who were living there a ownership stake in the development corporation.
So now, if the project goes well and develops, and that land value rises, they enjoy a return on that, and the success of the project becomes their own success. And they also did other measures, like once some of the initial anchor tenants are set up, all the folks who are sort of within that initial 9,600 hectares get like priority hiring for available jobs, that kind of thing. So there are tools in the toolkit to address these problems and these challenges. And right, they're never going to be easy. They're not going to be tricky situations. But I think we can't ignore them. Things need to get built at scale and quickly when you're dealing with urbanization at the kind of rates we've discussed about. And so those things need to be figured out quickly, but I think in sort of fair and reasonable ways. And there are ways to do that. Merci Jeff. On va maintenant prendre quelques questions du public. Il y en a beaucoup. C'est bien ça. I'll just quickly comment that I think it's important to recognize that, like any city, new cities are still something that will devolve and develop organically, and I think it's important to bear that in mind. That for these types of new city projects, they don't need to be planned out in every little detail. This is going to go here, that's going to go there. If you lay out, you have a strategy for what it's going to be, and you lay out the grid, the infrastructure, this public building is going to be here, that public building is going to be there, this land can be used for this or that, but then you leave it to the people who are going to live in that city to figure out the rest. I think that's how you can get the sort of best results and the most dynamic new city possible. Thank you, Jeff.